Maintenant, on va parler un peu des différents mécanismes qui ont lieu sur le long terme, et à l'échelle individuelle et collective. Est-ce que je vais trop vite ou est-ce que ça va? Ça va? Ok. Donc, je vais parler de 3 grands mécanismes de défense qui se manifestent chez les personnes, parce que tout à l'heure, on disait que porter plainte, ça peut être une étape fondamentale dans un parcours de guérison et de résilience, mais c'est pas forcément un parcours simple, c'est un parcours qui demande du courage. Parce qu'on vit dans une société où, effectivement, s'il n'y a pas de preuves matérielles, en fait, la plainte, elle aboutira à pas grand-chose, ce sera juste classé. Et donc la question, c'est comment on vit dans un monde où 160 enfants sont abusés tous les ans en France, dans un monde où on côtoie potentiellement des victimes et des agresseurs au quotidien, qu'on soit au courant ou pas qu'ils ont été victimes. Comment on s'adapte à ce monde? Comment on crée un sentiment de sécurité dans un monde où potentiellement on est victime et personne n'est au courant et on doit vivre avec, en fait. Faut savoir que le sentiment de sécurité, tout à l'heure je disais que ce qu'il y a de plus dangereux et de plus sécurisant pour un humain, c'est les autres êtres humains. Et à la base, le socle de la sécurité, pour un humain, c'est l'appartenance à la tribu, l'appartenance à un groupe, à une famille. Souvent, la sécurité, à la base, repose là-dessus, sur le fait de faire partie d'un groupe dans lequel je suis en sécurité. Le problème, c'est comment je fais si, dans ce groupe, il y a un agresseur? Comment je fais si, dans ce groupe, il y a quelqu'un qui fait du mal à d'autres membres du groupe? Comment je fais pour me sentir en sécurité dans ces cas-là? Et bien du coup, c'est pas une question simple. Donc malheureusement, le premier mécanisme de défense pour préserver la sécurité, ça va être le déni. De dire, ah mais en fait, il s'est rien passé. C'est une façon de, ok, on a vu, mais en fait, on veut pas vraiment voir. Parce que si on voit ce qui s'est passé, du coup, on va souffrir, ça va générer des conflits, des problèmes, et du coup, parfois, le réflexe, ça va être justement de faire comme si on n'avait pas vu, en fait. C'est comme si on allait fractionner les psychismes, une coupure horizontale. C'est-à-dire ok, il y a des émotions, il y a des choses qui se sont passées, mais on met un couvercle dessus. On met sous le tapis, parce que c'est plus simple, et du coup, voilà, il y a cette idée de on préserve la sécurité du groupe, on préserve la sécurité de la famille en ne voyant pas ce qu'on a vu, en fait, en fermant les yeux sur ce qu'on a perçu. Le déni, c'est quelque chose qui sera très présent, évidemment, dans le discours des agresseurs. Il y a un film qui est sorti en 2023, Le Consentement, qui est basé sur le bouquin de Vanessa Springora, qui retrace un peu le parcours de Gabriel Matzneff, qui est un pédocriminel français. Et ce mec-là, il est persuadé, il écrit dans ses bouquins qu'en fait, il est convaincu que les gamines de 15 ans qu'il a abusées, 15 ans, 14 ans, en fait, elles étaient heureuses et épanouies. En fait, qu'il leur a fait du bien, qu'il les a fait grandir. En fait, il est dans le total déni des conséquences de ses actes. C'est plus simple pour lui de se dire « Ah, je suis un bienfaiteur qui a rendu heureuses des jeunes filles », plutôt que de faire face à la réalité du fait qu'il a traumatisé des personnes qui en ont pour 10 ans de thérapie derrière, en fait. Et de façon tragique, souvent dans une famille, quand il y a, mettons, une victime qui dénonce des faits d'agression commis par une personne de la famille, le reste de la famille, ils sont dans une situation où peut-être que eux, ils n'ont pas les infos, ils n'ont pas les preuves, ils ne savent pas forcément qu'est-ce qui s'est passé en détail. Et du coup, dans beaucoup de familles, en tout cas moi c'est ce que je constate quand j'écoute des patientes qui me racontent comment ça fonctionne dans leur famille. Heureusement, il y a des exceptions, mais dans beaucoup de familles, en fait, on cherchera à pas en parler. Non, faut pas en parler, ou au contraire même, si on doit choisir entre avoir un agresseur sexuel dans la famille ou avoir une personne qui raconte n'importe quoi, eh ben on préférera croire qu'on aura quelqu'un qui raconte n'importe quoi, une personne un peu mythomane, un peu hystérique. Parce qu'en fait, c'est beaucoup moins insécurisant d'avoir une personne qui ment que d'avoir un pédocriminel dans la famille, en fait. Et donc, le déni, c'est un mécanisme qui sert à protéger le sentiment de sécurité, mais en sacrifiant au passage la réalité des victimes. En fait. C'est pour ça que c'est un problème. Deuxième mécanisme de défense, ça va être le clivage. Comme tout à l'heure, je parlais des personnes borderline, le clivage du moi, c'est une façon de protéger une partie du psychisme en sacrifiant l'autre partie qui, du coup, elle, porte le fardeau du traumatisme. C'est une coupure verticale où, en fait, c'est un peu comme si la personne, elle avait 2 réseaux de mémoire différents qui s'ignorent l'un l'autre. Il y a une partie associée au trauma, une partie qui est associée à un fardeau, à la honte, de la culpabilité, et une partie qui est plus sociale, qui est plus qui est pas au courant forcément, qui a pas forcément l'info du trauma en fait, qui est isolée du reste. C'est une façon de fragmenter l'esprit pour protéger en fait, pour pouvoir continuer à avoir un mode de vie social et intégré, malgré la violence du fardeau, etc. quoi. Et le clivage, c'est un truc qu'on peut aussi constater chez certains agresseurs. Souvent, quand on parle de perversion,
On a une experte en psychanalyse dans la pièce, peut-être qu'elle pourra nous en parler. La perversion, ça va être lié à un clivage du moi. Il y a Dr Jekyll et Mr Hyde. Il y a le bon père de famille qui élève ses enfants, et il y a l'agresseur qui agresse des patientes dans son cabinet après 21h le soir, par exemple. Ça va être un moi fragmenté entre guillemets le personnage social avenant et le monstre, quoi. Et troisième mécanisme qu'on peut observer régulièrement chez les victimes, c'est l'amnésie traumatique. En particulier chez les jeunes enfants, c'est un phénomène qui est assez fréquent. Entre 20 et 40% des enfants qui ont vécu des agressions sexuelles, en fait, l'ont oublié par la suite. Ils sont pas au courant. Parce que justement, le cerveau se protège, et quand c'est trop complexe de devoir se construire sur le plan identitaire et social avec les symptômes et les stigmates de l'abus, le cerveau parfois va se protéger en simplement amnésiant le souvenir. Et c'est une façon en fait de se protéger, de pouvoir se construire sans devoir justement gérer toutes les émotions et la détresse et l'insécurité dans la famille, parce que parfois, justement, quand l'agresseur on vit avec pendant des années, bah du coup on doit vivre avec, et du coup on doit faire quelque chose de cette hyperactivation sympathique, etc. On doit trouver un moyen d'atténuer cette réponse émotionnelle, parce que sinon c'est dangereux. Et donc le cerveau il se protège avec les moyens du bord. Le problème c'est que l'amnésie traumatique, elle n'efface pas le souvenir qui est stocké. Ok, il n'est pas accessible, on ne peut pas récupérer l'info, mais il y a quand même des réseaux de neurones qui ont stocké les informations traumatiques. Et ces informations, en fait, elles peuvent être réactivées par des déclencheurs, t'as dit Des sensations gâchées. des gâchettes, voilà, enfant, des triggers. C'est en fait des stimulus, des perceptions qui ressemblent, qui vont nous rappeler le souvenir traumatique. Et du coup, il y a des situations comme ça où, après une amnésie traumatique de 10, 20 ou 30 ans, il y a des personnes qui vont percevoir un événement anodin. J'ai une patiente qui m'a raconté comme ça que un jour, comme par hasard, enfin au hasard, elle voulait acheter des rideaux, et en fait elle est tombée dans un magasin sur des rideaux d'une couleur particulière qui lui disait quelque chose. Et en fait elle a réfléchi, et en fait elle s'est souvenue, ah mais en fait c'est les rideaux de la même couleur que quand j'étais au collège et que je me faisais... Et en fait elle a récupéré son souvenir à ce moment-là. Ça faisait 20 ans qu'elle s'était construite, elle avait fait une famille, elle avait fait des enfants, et là elle a récupéré l'info qui est, mais en fait, pendant des années, quand elle était jeune, elle s'est fait abuser. Et en fait, elle a récupéré le souvenir parce qu'elle a perçu un stimulus qui avait réactivé le réseau mnésique traumatique. Et donc voilà, l'amnésie, le risque, c'est d'avoir une levée d'amnésie, et justement, après de devoir gérer le fardeau qui revient, quoi. Donc ça, c'est les mécanismes qu'on observe le plus fréquemment chez les individus, notamment les victimes. Et après, la question, c'est comment ça fonctionne à l'échelle collective. Parce que les violences sexuelles, en particulier l'inceste dans les familles, c'est pas juste des individus isolés qui ont un cerveau dysfonctionnel et qui vont se comporter de façon horrible et violente. En fait, l'inceste, c'est un système. C'est lié à comment la société est organisée, comment les dynamiques sociales et les relations entre les hommes et les femmes sont organisées. Et donc, ce qu'on appelle un climat incestuel, c'est des structures familiales qui sont organisées sur le mode de l'interdépendance. C'est des personnes qui vont avoir cette sensation que si jamais on se sépare, on va mourir. Qu'il faut surtout pas se séparer, il faut surtout pas s'éloigner les uns des autres. Et donc du coup, ça va générer des contextes familiaux, par exemple, où un fils va rester chez ses parents jusqu'à 45 ans, il va jamais se mettre en couple, il va pas faire d'enfants, il va rester dans sa chambre toute sa vie quasiment, parce qu'il a cette sensation, si jamais je m'en vais, ma mère va mourir. Si jamais je m'en vais, en fait, ça va faire exploser la famille. Et donc les familles comme ça, qui sont un peu en huis clos, organisées entre elles dans un climat incestuel, souvent, il va y avoir quand en plus dans ce climat il y a des violences sexuelles, il y a par exemple un grand frère ou un père qui abuse un des enfants de la famille, et que la victime essaye d'en parler, en fait souvent le premier réflexe de la personne à qui elle en parle, ça va être « Ah mais faut pas en parler, si t'en parles, la famille va exploser ». Et donc inconsciemment, implicitement, quand on dit « Ah mais si t'en parles, ça va faire exploser la famille », la demande c'est « S'il te plaît, n'en parle pas, s'il te plaît, garde ça pour toi ». Et donc en fait, dans ce genre de famille, dans ce climat-là, en fait, la sécurité de la famille va reposer sur le sacrifice de la victime. On va demander à la victime de ne pas en parler, de ne pas faire de vagues, de ne pas dire ce qu'elle ressent, de ne pas dire ce qu'elle pense, pour en fait protéger la sécurité du groupe, pour protéger cette famille en huis clos. Quand je dis sacrifier la victime, ça veut vraiment dire, c'est une forme de violence en fait, c'est une famille dont l'équilibre repose sur la violence, c'est-à-dire la violence infligée à la victime, c'est-à-dire tais-toi, ne parle pas, n'existe pas trop, et c'est pour ça que c'est un problème, c'est que c'est un équilibre pathologique en fait.
Un autre truc que Dorothée Duchy a constaté dans son bouquin sur l'inceste, qui est là si vous voulez jeter un œil, c'est que, en fait, elle a interviewé des délinquants qui étaient condamnés qui étaient en prison pour pédocriminalité ou pour inceste, pour leur poser des questions sur leur famille, etc. Et en fait, elle a remarqué un truc qu'elle a trouvé étonnant mais qui était vachement important, c'est que l'inceste, c'est souvent des systèmes de règles qui se reproduisent de génération en génération. C'est-à-dire que c'est pas juste une personne dans une famille qui, par hasard, sans qu'on sache trop pourquoi, génère des comportements et des passages à l'acte. Souvent, en fait, s'il y a un oncle qui abuse sa nièce et qui est condamné pour ça, et qu'on étudie un peu le fonctionnement de la famille étendue, on va se rendre compte souvent que, en fait, son oncle à lui a aussi abusé une nièce. Et l'oncle d'avant aussi, en fait. Et il y a souvent des patterns comme ça qui se reproduisent de génération en génération dans la famille. Et souvent, voilà, une famille, c'est avant tout un groupe d'individus qui fonctionnent selon des règles. Les règles sont différentes selon les familles. Et dans les familles incestueuses, souvent, il y a des règles tacites autour de justement certaines limites qui sont posées ou pas, qui sont respectées ou pas. Et même si ces règles sont jamais explicitées et abordées, souvent elles sont quand même comprises et perçues par les membres de la famille et elles vont parfois se reproduire de génération en génération. Et c'est pour ça que souvent il y a quasiment jamais un seul inceste dans une famille. Souvent c'est des familles incestueuses et quand on étudie un peu l'arbre généalogique, on va se rendre compte que il y a plusieurs cas en fait. Mais c'est juste que vu qu'on n'en parle pas, souvent soit personne n'est au courant, soit les gens font comme si de rien n'était, comme si ils n'étaient pas au courant. Mais c'est souvent des secrets de polichinelle quand même. Un autre mécanisme de défense, quelque chose qu'on entend beaucoup, mais qui contribue au problème, c'est cette idée que les enfants qui ont des rapports sexuels entre eux, au final, ils explorent le corps, c'est normal, c'est rien, c'est innocent, etc. Sauf que souvent, en fait, les enfants vont reproduire ce qu'ils observent par imitation. Et un enfant qui est abusé par un adulte, par exemple, parfois, quand l'enfant est jeune, il va, sans forcément s'en rendre compte, reproduire les mêmes comportements, imiter en fait ce qu'il a appris. Et du coup, parfois, c'est pas de l'exploration, c'est juste la reproduction d'une situation de violence. Et je suis pas en train de dire que tous les enfants qui, parfois, ont des passages à l'acte, notamment à l'école, etc., de comportements très sexualisés, beaucoup trop pour leur âge, ils n'ont pas forcément toujours été abusés, mais en tout cas, si un enfant a été exposé à des contenus sexualisés, il risque de vouloir l'imiter et le reproduire, mécaniquement, sans forcément comprendre ce qu'il est en train de faire. Typiquement, c'est un truc qu'on peut observer chez des enfants qui sont souvent, à qui on confie des smartphones ou des écrans comme nounous de substitution, où du coup, ils vont parfois regarder des séries comme Game of Thrones, comme The Boys, etc., qui sont des séries avec des contenus sexuels très explicites. Et du coup, si un enfant de 6-7 ans, il voit des situations de la sexualité dans une série, bah, il risque de vouloir refaire la même chose avec sa sœur, ou avec sa camarade de classe, etc. Il faut savoir que sur les quasi 1 milliard d'euros, de dollars que l'industrie du porno génère en ligne, il y a quasiment 150 millions de dollars qui sont produits par des enfants qui, par erreur, sont exposés à des pubs pornographiques sur Internet parce qu'ils surfent sur le web sans surveillance. Donc c'est quand même pas négligeable. C'est important de comprendre que un enfant qui est exposé à ce genre de contenu, ça risque de générer des comportements derrière, en fait. Parce que justement, il limite ce qu'il observe. Alors maintenant, je vais vous parler de 5 grands mythes que je constate par rapport à la question des violences sexuelles. Des idées reçues, en fait, qui contribuent à pérenniser cette problématique et cette omerta par rapport au sujet. Donc le premier mythe, c'est cette croyance. Donc c'est Claude Lévi-Strauss, un sociologue qui, il y a je pense à peu près un siècle, a diffusé l'idée que l'interdit de l'inceste est structurant pour la société, que la différence entre les hommes animaux et les hommes civilisés, c'est justement la prohibition de l'inceste qui obligerait les gens à aller vers d'autres personnes que leur famille pour faire des enfants, et du coup ça obligerait à créer du lien social et à s'organiser socialement, et du coup l'interdit de l'inceste serait structurant. Ça c'est de la théorie, sauf qu'en pratique, ce qu'on observe, c'est que l'inceste, il est pratiqué dans toutes les cultures du monde, sur tous les continents. Et donc en fait, l'inceste, ce qui est interdit, c'est pas la pratique, c'est le fait d'en parler. D'après, en tout cas, ce que dit Dorothée Duchy, qui du coup est anthropologue et qui a étudié le sujet en long et en large. En fait, ce qu'elle dit, c'est que le tabou n'est pas la pratique, mais le fait de l'aborder. Et donc, de croire que parce que l'inceste est moralement interdit, il n'est pas pratiqué, en fait, c'est un mythe, parce que dans la réalité, il y a 160 000 enfants tous les ans en France qui sont agressés, quoi. Un deuxième mythe,
c'est justement, comme je disais tout à l'heure, cette croyance que les auteurs de violences sexuelles, ce seraient des mecs, et du coup les mecs, il faut absolument qu'ils fassent l'amour, sinon ils sont pas en bonne santé. Et donc que parfois c'est plus fort qu'eux, ils peuvent pas s'en empêcher, et du coup ils vont déraper parce que voilà, c'est des hommes, c'est des animaux, faut les comprendre. Ça c'est un mythe parce que en réalité, la plupart du temps, quasiment systématiquement, les auteurs de violences sexuelles font quand même de leur mieux pour pas se faire prendre. Ils vont pas agresser n'importe quand en plein jour sur le trottoir. Ils vont agresser dans des situations où on va pas les voir, où ce sera discret, ce sera la nuit, etc. C'est des manières justement d'échapper aux conséquences de leurs actes, de pas prendre la responsabilité de leurs actes. Et donc c'est faux de dire que c'est une pulsion qui les dépasse. C'est pas la réalité en fait. On a oublié de parler d'un statistique au début, 30% des auteurs d'agressions sexuelles ont été eux-mêmes abusés dans leur enfance. On a oublié de le dire. Oui. Ce qui est important avec ce chiffre de 30%, c'est de dire, bon, déjà, effectivement, il y a une corrélation forte entre le fait d'avoir subi des agressions et de reproduire des agressions par la suite, notamment à cause de l'effet d'ancrage dont j'ai parlé, qui fait qu'on va parfois associer violence et plaisir, et du coup, on va avoir cette croyance qu'il ne peut y avoir de plaisir que dans la violence, ce qui est faux, mais qui peut être une croyance erronée liée au trauma, en fait. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a aussi 70% des agresseurs qui n'ont pas été eux-mêmes abusés. Et que donc, c'est trop simpliste de dire que tous les agresseurs sont agresseurs parce qu'ils ont été agressés d'abord. C'est pas la réalité. Et aussi, ce qu'on peut dire, c'est que si jamais on arrivait à lever un peu ce tabou de la société autour de ces agressions sexuelles et à prendre soin de ces enfants qu'ils ont été à un moment, eh ben, on enlèverait déjà 30% des agresseurs. Ce qui ferait déjà 50 000 enfants de moins tous les ans en France. Effectivement. Troisième mythe, du coup, le mythe qu'un enfant peut consentir à une relation sexuelle avec un adulte s'il est mature pour son âge. Ça, c'est un argument que j'entends régulièrement, trop régulièrement à mon goût. Alors c'est un argument qui ne tient pas debout et qui ne tient pas debout non plus du point de vue du développement psychomoteur normal de l'enfant. En fait, un enfant n'a pas une maturité neurologique avant ses 12 ans et une maturité émotionnelle pas non plus avant la fin de l'adolescence, pleinement. Donc en fait, c'est impossible qu'un enfant puisse concevoir tout cet événement avec pleine mesure parce qu'il n'a pas les capacités émotionnelles, psychologiques et physiques pour pouvoir le faire. C'est ça. En général, si un enfant initie du contact physique avec un adulte, ce qu'il recherche, c'est pas de la sexualité. Ce qu'il recherche, c'est de la tendresse, c'est de la reconnaissance, c'est de l'attention, c'est de l'affection. Et la problématique, c'est que quand un enfant demande de l'amour et de la tendresse et que l'adulte, ce qu'il lui donne en retour, c'est de la sexualité, parfois l'enfant, il va avoir la croyance qu'en fait, on ne peut vivre d'intimité et d'amour que dans la sexualité, dans la sexualisation de la relation. Et ça, parfois, justement, ça va générer voilà, typiquement, j'ai un patient en ce moment qui est en obligation de soins judiciaires, il a un bracelet électronique, et il me racontait que il était avec sa belle-fille, et qu'en fait, sa belle-fille l'a séduit, le draguait, a passé son temps à lui faire des avances, etc. Sauf qu'en fait, la belle-fille en question, elle a été abusée par son père quand elle avait 3-4 ans, en fait. Et du coup, ça a activé cet effet d'ancrage, et souvent, les victimes précoces de violences sexuelles, elles vont avoir, en gros, deux tendances. C'est soit justement, le risque, c'est de reproduire ces comportements par imitation avec d'autres enfants, soit ça va générer des tendances à l'adolescence à tester leur pouvoir de séduction et à justement sexualiser les relations parce que elles ont été conditionnées comme ça, en fait. Et ce mec-là, justement, l'enjeu, c'était, est-ce qu'il comprend qu'en fait, cette personne-là, elle se comporte comme ça parce qu'elle est traumatisée et pas parce que c'est une personne mature et adulte, en fait. C'est pas la réalité. Ce comportement-là de séduction, il est pathologique. Il est lié à une réaction, une hyper-excitabilité du système nerveux, en fait. Parce que faut prendre en compte un truc aussi, c'est que je crois que j'ai retiré la diapo, mais les jeunes filles qui ont été victimes d'abus sexuels dans leur enfance, déjà ça va les former plus rapidement. Souvent, elles vont être plus précoces dans leur parce que hormonalement, ça va activer des processus de puberté, et elles vont avoir des récepteurs aux hormones du désir sexuel 5 fois plus importants que les personnes normales. Et donc en fait, il va y avoir parfois chez les victimes de violences précoces un comportement d'hypersexualité à l'adolescence. Mais cette hypersexualité, elle est pathologique, parce que justement, c'est un comportement compulsif. C'est lié à l'hyperactivation du sympathique, en fait. Et c'est la responsabilité des adultes, dans ces cas-là, que d'identifier que là, il y a une problématique et que c'est à eux de poser la limite. Parce que parfois, l'enfant, lui, il a appris qu'il n'y a pas de limite, que cette limite, elle n'existait pas. Et donc, c'est aux adultes autour de l'enfant ou de l'ado de poser la limite et d'incarner, en fait, la loi symbolique, quoi. L'interdit. Oui. Oh, ok. Je vois cette parole. Oui, autre truc aussi, c'est que justement,
plus dans une relation pédocriminelle entre un enfant et un adulte, plus la relation va être tendre, douce et chaleureuse, entre guillemets, de la part de l'adulte, en fait, plus ça va être traumatisant pour l'enfant après coup. J'ai des patients comme ça qui m'ont déjà raconté que ils vivaient des abus avec un oncle ou un frère ou un père quand ils étaient enfants, et en fait, c'est seulement quand ils sont arrivés au collège qu'ils ont appris que les autres familles faisaient pas ça. Eux, ils avaient grandi en croyant que c'était un truc normal. C'est comme si on regardait la télé le soir, en fait, bah voilà, eux, ils avaient d'autres types de comportements. Et en fait, la violence de la prise de conscience au collège, quand elle se rend compte qu'en fait, c'est pas normal et qu'en fait, tous les gens font pas ça, c'est vertigineux parce que justement, ça génère un sentiment, mais en fait, ça fait depuis 5 ans que j'ai l'impression que mon père, il m'aime, mais en fait, il est en train de m'utiliser comme un objet. Et donc, c'est d'autant plus violent qu'on y a cru. Qu'on a cru que c'était de l'amour. Sauf qu'en fait, ça en était pas. Et donc, ça brouille tous les repères et ça peut être vachement plus grave en termes de reconstruction de repères sains derrière. Alors ça, je passe pour le moment. Alors du coup, c'est le Robin du montage qui vous parle, maintenant. Je profite du fait de monter la vidéo en plusieurs parties distinctes pour développer les points que j'ai dû passer rapidement pendant la conférence d'octobre 2024. Parce que j'ai appris que plus tard, que le temps optimal pour une conférence, en fait, c'est 45 minutes. Au-delà de 45 minutes, l'attention des personnes commence à décliner et du coup, ils vont moins retenir ce qu'ils apprennent. Et du coup, la conférence qu'on a faite durait 2 heures, ce qui est beaucoup trop long. Donc là, je vais développer sur les 2 diapos que je passe rapidement dans cette vidéo. Et la dernière vidéo, la 5e, je vais passer pas mal de temps à développer comme ça en voix off parce que y a plein de points intéressants que j'ai dû passer rapidement parce que du coup, ça faisait trop long et que les gens, ils étaient fatigués. Sur cette diapo-là, la diapo sur la théorie du fantasme en psychanalyse, c'est un truc que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, c'est que plusieurs des pères de la psychanalyse, en fait, sont issus d'une famille incestueuse. Une famille dont le père était pédocriminel. Pédocriminel dans le sens où il est passé à l'acte sur ses propres enfants. C'est pas le cas de tous les psychanalystes, hein, je suis pas en train de faire une généralité, mais par contre, ce que je constate, c'est que il y a un pattern. Je constatais déjà ce pattern-là quand j'étais à la fac. C'est que plusieurs des personnes qui étaient passionnées par la psychanalyse dans mes collègues à la fac avaient en général un passif avec la sexualité chargé, soit des traumas sexuels, en général des traumas sexuels, et c'était notamment le cas des femmes passionnées par la psychanalyse. Comme si elles trouvaient dans la psychanalyse un contenu théorique qui permettait d'intégrer la sexualité, de chercher à réparer une relation peut-être souffrante à la sexualité. Et je pense que c'est pas un hasard si certains pères de la psychanalyse, en particulier Freud, mettaient la sexualité à une place particulièrement marquée. Et c'est ces auteurs-là, Freud, Jung et Ferenczi, qui reconnaissent dans leur correspondance, qui est publiée, etc., qu'effectivement, leur famille était une famille incestueuse. Ce qui me paraît important à avoir en tête quand on appréhende leur contenu théorique, leurs œuvres, leur clinique, en fait. Typiquement, dans Thérapie existentielle de Irving Yalom, qui est un bouquin que je vous recommande chaudement, il explique beaucoup comment la fascination de Freud pour la sexualité est beaucoup basée sur un déni de sa peur de la mort. C'est-à-dire que sa façon de ramener tout le temps les angoisses et les problématiques émotionnelles des patients à la sexualité, à une question édipienne, à une question de fantasme, c'est souvent lié au fait que Freud lui-même était en difficulté pour conscientiser ces problématiques par rapport à la mort et du coup pour les reconnaître chez les patients. Voilà. Bon bah du coup je vous laisse continuer la conférence et puis je reviens dans 5 minutes. Un autre mythe qui vient de l'histoire de la psychanalyse, c'est la théorie de la sexualité, la théorie du fantasme des enfants. C'est-à-dire que il y a un siècle, quand Freud a théorisé la sexualité des enfants, comment ça fonctionne, en fait, la théorie qu'il a exprimée, je le fais vite, c'est que les enfants, en fait, fantasment sur un peu le complexe d'Oedipe, fantasment sur le fait de faire l'amour avec leurs parents, etc. Et en fait, ce seraient des formes de fabulation, ce seraient des enfants qui sont fantaisistes, qui ont de l'imagination et qui imaginent des choses, et du coup, au final, c'est pas vrai, c'est pas sérieux, c'est pas grave, c'est juste des enfants qui jouent quelque part. Sauf qu'en fait, petit point de détail, le père de Freud était pédocriminel, le père de Jung était pédocriminel, le père de Ferenczi aussi, qui sont tous des pères de la psychanalyse. C'est documenté dans les correspondances qui se sont écrits entre eux. Et comme on l'a dit au début, l'activation sympathique, ça inhibe la réflexion. Quand on se sent en danger, quand on est dans le sympathique, on a du mal à réfléchir de façon complexe.
probablement que quand on est soi-même concerné par une situation traumatique, quand on entend des témoignages et qu'on sait que nos propres frères et sœurs, dans le cas de Freud, ont été abusés par notre père, peut-être que ça peut influencer quand même notre façon de théoriser et de réfléchir au système intellectuel. Et je vous ai dit tout à l'heure, c'est impensable pour le cerveau. On ne peut pas penser ce qui nous arrive. Et ben en fait, on va trouver dans les symptômes dysphoriques où je vous disais où ça vient atteindre nos croyances, là, on va trouver des explications dans notre cerveau. Elles tiennent pas debout, mais ça nous permet de penser quelque chose d'impensable. Donc on va se raconter des histoires qui nous permettent de trouver quand même un chemin pour vivre avec. C'est ça. Freud, il a fait pareil. C'est ça, il a survécu comme il a pu avec le contexte de l'époque. Et le problème de cette théorie du désir, de la théorie du fantasme des enfants, c'est que pendant un siècle, quasiment, c'est venu banaliser les récits d'enfants qui, parfois, racontaient leurs agressions auprès d'un thérapeute, et le thérapeute concluait de ça que c'était un enfant qui fantasme et qui, en fait, est en bonne santé, quoi. Ce qui, du coup, contribue à mettre le couvercle, à entretenir le déni de la civilisation, quoi. Heureusement, on en est revenu, et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette optique-là. Mais par exemple, voilà, il y a Bowlby, le créateur de la théorie de l'attachement. Quand justement il a commencé à amener l'idée qu'en fait ce que les enfants racontent c'est pas du fantasme mais c'est vraiment des vrais abus, en fait il s'est fait évincer de la société psychanalytique où il était à l'époque parce que justement c'était pas entendable en fait. Faut qu'on arrive jusqu'aux prises en charge parce qu'en fait on va pas parler des prises en charge. Parce que tu veux dire qu'on est trop en retard ? Oui. Ok. Désolée, je fais notre timing. Ouais. Est-ce que tu peux aller à l'essentiel de cette diapo-là pour qu'on enchaîne sur le plus intéressant, c'est qu'est-ce qu'on en fait tout ça, parce que là on vous raconte qu'est-ce qui se passe, mais en fait on veut en arriver à... Il y a de l'espoir, c'est pas parce qu'un jour vous avez été traumatisé que ça finit toute votre vie, que ça résume toute votre vie, non. Donc il faut qu'on en arrive aux prises en charge. Ok, bon. Alors c'est le retour de Romain du montage. Je vais revenir sur cette diapo-là, du coup, parce que je l'ai zappée pendant la conférence. Cette diapo-là, je l'ai beaucoup construit après avoir écouté des conférences de Bruno Clavier, qui a écrit plusieurs bouquins sur les violences sexuelles, et notamment, en particulier, un bouquin sur les violences sexuelles de la part des thérapeutes envers leurs patients. Il faut savoir déjà que, d'après la recherche, il y a entre 3 et 10% des thérapeutes qui reconnaissent avoir déjà eu des relations sexuelles avec au moins un de leurs patients. C'est surtout le cas des hommes, évidemment. Ça surprendra pas grand monde, je pense. Les relations sexuelles comme ça, entre une figure d'autorité et une personne vulnérable, c'est ce que j'appelle de l'inceste symbolique. C'est-à-dire que c'est pas un inceste au sens rigoureux du terme, puisqu'il n'y a pas de lien de parenté entre les personnes, mais il y a un lien d'asymétrie. C'est un peu comme quand il y a une différence de génération, ou une différence de statut. L'idée, c'est que il y a une notion de relation d'emprise, une relation de verticalité, entre le thérapeute et le patient, qui fait que du coup ça altère le consentement éclairé, puisque cette emprise-là va générer une propension du patient à se soumettre au désir du thérapeute, potentiellement, ou du formateur, etc. C'est ce qui nécessite une déontologie, une éthique, qui fait qu'on doit être d'autant plus vigilant en tant que thérapeute, parce que le patient, face à nous, est en situation de vulnérabilité. Et donc, potentiellement, on peut, consciemment ou inconsciemment, être amené à bénéficier de cette vulnérabilité-là, à en tirer avantage pour son désir, son plaisir personnel. C'est pour ça que souvent, dans le cadre thérapeutique de beaucoup de thérapeutes, le contact physique est encadré de façon très claire, et il n'y a pas de sexualité ou de... Voilà, il y a une limite à définir au-delà de laquelle la relation n'est plus une relation thérapeutique, ça devient une relation potentiellement entre adultes, consentants, mais plus une relation thérapeutique. Et la question du consentement se pose quand, justement, une relation passe d'une relation patient-thérapeute à une relation d'adultes, entre guillemets, qui deviennent amants. Il y a des cadres dans lesquels ça peut se faire avec une certaine déontologie, avec une certaine éthique, mais c'est pas rare que, en apparence, le patient qui devient l'amant, entre guillemets, se vive comme consentant, mais rétrospectivement, se rendre compte que le contexte n'était pas propice à un consentement éclairé, et que finalement, ça n'a pas été si bien vécu que ça, quoi. Donc c'est important d'être vigilant sur qu'est-ce qui se joue dans ce type d'interaction-là pour éviter de faire des dégâts, en fait. Parce que souvent, ce qui va se passer, c'est que les personnes qui ont déjà des blessures et des traumas par rapport à la sexualité, ils vont aller en thérapie pour, justement, tenter de soigner ces blessures, de guérir de leurs traumas. Et malheureusement, parfois, on postule une éthique
une déontologie de la part du professionnel qui est pas forcément là dans la réalité. En fait, il y a des mauvais psys partout, des mauvais infirmiers, des mauvais médecins partout, des médecins abuseurs, des psys abuseurs, etc. Et en 2024, j'ai lu une BD, la BD de Anaïs Nin, sur la mère des mensonges, qui raconte son histoire de vie. En fait, c'est une femme qui a été incestée par son père quand elle était jeune, et quand elle était adulte, en fait, elle était autrice, diariste, parce qu'elle tenait un journal, et elle a été voir plusieurs psychanalystes pour essayer de travailler sur ses difficultés, sur sa souffrance, etc., pour se soigner. Mais en fait, parmi ces 2-3 psychanalystes qu'elle a vus dans sa vie, il y en a 2 qui sont devenus ses amants, 2 qui ont considéré que c'était ok de coucher avec elle, en fait, d'en faire leur amante, quoi. C'est-à-dire que elle venait pour soigner des traumas sexuels et réapprendre à avoir des limites saines, et ce que ces psychanalystes-là ont fait, et pas n'importe qui, hein, il y avait Otto Rank dans les psychanalystes, qui est hyper connu et qui est considéré comme une référence par beaucoup de gens, même par Irving Yalom. Otto Rank a eu cette patiente, et il a fini par se taper sa patiente, en fait. Et dans ces cas-là, c'est important de se poser la question de comment ça se fait. Comment ça se fait qu'une patiente qui a vécu des violences sexuelles, peut-être, arrive dans la relation avec des enjeux autour des limites, autour des rapports de séduction. Et c'est là où l'éthique est fondamentale à avoir pour un soignant, parce que une patiente qui arrive en thérapie pour se soigner autour de difficultés, autour de blessures, autour de la sexualité, et qui est dans une démarche de séduction du psychanalyste ou du thérapeute, c'est le job du thérapeute que de travailler sur cette manière-là d'investir le lien, de travailler sur le transfert et le contre-transfert, mais pas de passer à l'acte. Pas de donner à cette personne ce qu'elle semble désirer, parce que c'est pas parce qu'elle dit « j'ai envie de faire l'amour » que c'est vrai, que c'est bon pour elle, en fait, que ça va l'aider. Et donc, Bessel van der Kolk, il a une citation dans son bouquin « Le corps n'oublie rien », que je trouve intéressante, c'est « Si vous faites une chose à un patient que vous ne feriez pas à vos amis ni à vos enfants, demandez-vous si vous n'êtes pas juste en train de reproduire, sans le vouloir, un traumatisme de son passé. » Parce qu'effectivement, ça c'est arrivé à tous les thérapeutes, d'accompagner une patiente victime de violences sexuelles dans son enfance, et qui va, dans la relation thérapeutique, rejouer des choses autour de la séduction, autour de où sont les limites, comme si elle testait la relation, mais en fait, si le thérapeute, il répond aux avances de la patiente, il sort du cadre déontologique, en fait, parce que c'est son job, à ce moment-là, d'accompagner ce truc-là, et de le rediriger vers un endroit où ça a du sens. Sinon, il cède juste à ses pulsions, sans considération pour le cadre de ce qui est en train de se passer. Parfois, en tant que thérapeute, on se retrouve embarqué dans les problématiques du patient. Le patient va projeter sur nous quelque chose, et ça va être à nous d'y réagir d'une façon qui soit adaptée, d'une façon qui soit bénéfique pour le patient. En gros, c'est notre responsabilité en tant que soignant que d'être conscient de ces enjeux-là, et de pas y répondre de façon automatique, un peu comme des primates, mais de réfléchir à qu'est-ce qui a du sens et qu'est-ce qui va être bon pour le patient, parce que sinon, en fait, on est en train de retraumatiser la victime. Parce que c'est exactement ce qui est arrivé à Anaïs Nin. Le fait que 2 psychanalystes, parmi ceux qu'elle a rencontrés, ont fini par vouloir coucher avec elle et par le faire, ça va pas l'aider à guérir de sa problématique liée aux violences sexuelles qu'elle a subies de la part de son père quand elle était enfant. Au contraire, ça va l'enfoncer dans quelque chose qui est déjà dysfonctionnel et qui va l'être d'autant plus par la suite, puisque, quelque part, c'est comme si ces psychanalystes validaient le fait que son père avait eu un comportement normal, entre guillemets. Ça normalise la violence, en fait. Voilà pour cette dernière diapo de la partie 4.